Vous pensez déménager à Montréal? Aujourd'hui, on vous parle du processus d'acquisition du logement, soit par une location ou un achat. Avant de tomber dans le sujet qui est un petit peu technique aujourd'hui, je vous invite à suivre notre chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche pour avoir les nouvelles publications. On en produit chaque semaine et on va parler de tout Montréal, des quartiers, la qualité de vie, mais surtout d'immobilier parce qu'on est des experts en immobilier, mais aussi de poser des questions. Si on ne couvre pas quelque chose ou on ne va pas assez profondément dans un sujet, posez la question, on va y répondre. Et si vous voulez qu'on couvre un sujet auquel on n'a pas pensé encore, n'hésitez pas à nous le suggérer. Ça va nous faire plaisir de faire un sujet qui vous intéresse. Et peu importe si vous pensez déménager dans 1 mois ou dans 2 ans, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description et prenez rendez-vous avec nous. On l'a déjà fait avec plusieurs personnes, notamment de France récemment. On a pris 1 heure ou 2 en vidéoconférence pour discuter, pour répondre à vos questions et pour préparer même une arrivée. Si vous pensez venir ici bientôt, juste en éclaireur et vous voulez passer un avant-midi, un après-midi ou une journée avec nous pour explorer les quartiers, ça va vous faire plaisir de vous accompagner. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet, soit l'acquisition d'une propriété, soit par la location ou par l'achat. Alors, au niveau de la location, il faut comprendre qu'on va vous parler de Montréal en ce moment, mais le droit civil au Québec est exclusif au Québec. Donc, chaque province fait ses lois au Canada. Donc, tout ce qui couvre Montréal est valide pour la province de Québec en entier, donc la ville de Québec, Trois-Rivières et toutes les autres villes qui sont sur son territoire. Il n'y a pas de réglementation municipale. La location, donc notre premier sujet, est très standardisée, dans le sens que les baux qui sont signés, donc le contrat de location qui est signé entre un locataire et un locataire, sont standards. Ils sont produits par un organisme gouvernemental qui s'appelle la Régie du logement du Québec. Donc, je mets leur site et on mettra ça dans les commentaires en bas. Donc, la Régie du logement qui a un tribunal et qui produit aussi tous les documents relatifs à la location. Donc, c'est-à-dire, comme je disais tantôt, le bail qui va être signé est un document de 3-4 pages. C'est un document standard. On ne peut pas écrire un bail résidentiel au Québec sur une feuille de papier ou un contrat différent. Par loi, ça doit être écrit sur ce document-là. Les documents, les baux ne sont, à date d'aujourd'hui, pas enregistrés dans un organisme central. Donc, ils sont signés entre les parties, chacun a sa copie. Il y a des lois qui disent qu'on ne peut pas augmenter, mettons quand on avait un locataire autrefois, puis on a un nouveau locataire, et on ne peut pas l'augmenter, le bail, du prix qu'on veut. C'est une loi, on peut demander une vérification, mais c'est pas facile parce que ces baux-là ne sont pas enregistrés nulle part, donc c'est les propriétaires qui les gardent. Puis là, trouver l'ancien locataire, là, c'est pas toujours évident. Mais bon, j'encourage pas personne à commencer des querelles avec son propriétaire, mais c'est juste pour vous dire que vous allez voir, si vous allez sur la Régie du logement, le site web de la Régie du logement, vous allez voir qu'il y a différents règlements qui sont là. Certains règlements sont un petit peu plus difficiles à appliquer. D'ailleurs, nos politiciens parlent aujourd'hui de peut-être changer cette mécanique-là. Ça devrait être changé d'ici 5 ou 10 ans. Un propriétaire ne peut pas demander un dépôt de garantie, c'est illégal. Un locataire peut en offrir un s'il veut, mais c'est illégal pour un propriétaire de dire moi, je vais te louer à condition que tu me donnes 3 mois de loyer, 4 mois de loyer d'avance. Souvent, petite aparté ici, je trouve que c'est un avantage pour un locataire qui arrive de l'étranger, qui n'a pas de bureau de crédit, donc des habitudes de paiement provenant d'une institution financière qui peut démontrer, canadienne, qui peut démontrer à son locataire, montrer que c'est une personne qui paye sa carte de crédit à temps et tout, ou qui n'a pas d'employeur actuel avec une feuille de route d'1 an ou 2 ans qui peut écrire une lettre comme cette personne-là est un bon employé et tout. Des fois, pour un propriétaire, c'est un petit peu inquiétant. Des fois, on suggère aux locataires d'offrir soit un dépôt ou d'offrir un paiement de quelques mois d'avance. C'est pas quelque chose qui est obligatoire ou qui peut être demandé par le propriétaire, mais des fois, ça peut compenser contre le manque d'expérience du locataire au Canada, convaincre un locataire de lui faire confiance. Et il y a toutes sortes de règlements qui sont obligatoires. Et là, je ne passerai pas à travers tout aujourd'hui. Évidemment, si vous nous appelez, vous êtes intéressé à louer, ça va nous faire plaisir de passer à travers avec vous. Mais par exemple, au Québec, quand vous êtes locataire, vous avez dans la loi jouissance des lieux et priorité de la jouissance des lieux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être mis dehors autrement que si le propriétaire veut y installer ses enfants ou ses parents dans votre logement.
Si c'est pas ça, vous pouvez rester là à vie. Il peut vous augmenter. Le tribunal prévoit une augmentation à chaque année qui ressemble un peu à l'inflation. Les propriétaires doivent respecter bon, il y a quelques exceptions s'il y a des travaux qui sont faits, des choses comme ça, mais les propriétaires doivent respecter cette augmentation-là. Et pour vous exclure, si vous voulez mettre ses enfants, par exemple, dans le logement, il doit vous donner un avis de 6 mois avant la fin du bail, le renouvellement annuel. Donc, les locataires sont relativement bien protégés au Québec. Donc, ça, ce sont les étapes. Je vous dirais, je vous recommande le site, ici, le site du tribunal administratif du logement. Vous avez aussi le site Éduque la loi, qui est un organisme non lucratif là, qui a écrit un très bon article ici sur le bail et comment ça fonctionne et les règlements. Je vous encourage fortement à le lire. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais comme je vous l'expliquais tantôt, dans les données des balises, le gouvernement met des balises assez intéressantes qui rendent le processus relativement simple pour tout le monde. Donc, c'est pas le Far West, là. C'est assez simple. Et ça protège bien les locataires. Alors, si jamais vous êtes intéressé, par contre, à louer au Québec, moi, je vous encourage d'aller sur le site centris.ca en ce moment. Donc, ça, c'est tous les logements dont un courtier s'occupe de trouver le locataire sont annoncés sur ce site-là. Et vous pouvez trouver toute l'information là. Donc, vous mettez votre quartier, vous pouvez même regarder une carte de la ville, puis vous allez voir tous les logements qui sont alloués présentement. Je voulais faire une petite parenthèse sur la tradition québécoise du déménagement. Presque 60% de tous les logements qui sont alloués changent, qui changent de locataire, changent le 1er juillet au Québec. Et là, il y a une raison historique à ça. C'était autrefois, l'Église avait fait pression pour que les déménagements, les fins de bail ne puissent pas être l'hiver, pour éviter justement que des locataires soient jetés à la rue en plein mois de janvier quand il fait moins 15 dehors. À un moment donné, on avait mis ça au printemps, puis après ça, le gouvernement s'était mêlé de ça, puis avait dit, bien, ça ne peut pas être au printemps parce que les enfants sont à l'école, on ne veut pas mélanger ça. Fait que le gouvernement avait dit, bien, les déménagements doivent avoir lieu après. Alors, finalement, on est tombé sur le 1er juillet. Ces lois-là n'existent plus aujourd'hui, mais par contre, la tradition est restée et la plupart des baux vont du 30 juin au 1er juillet à chaque année. Mais ceci dit, c'est possible de trouver des logements à l'extérieur de ces dates-là. Alors, ça fait le tour très rapidement sur la location au Québec. Je vous mets la documentation en ligne, puis je vous encourage à la consulter ou communiquer avec nous si vous avez des questions, vous voulez en parler. Vous pouvez mettre des questions en bas dans les commentaires, ça nous fait plaisir d'y répondre. Maintenant, je parle pour de l'achat d'une propriété. Alors, l'achat d'une propriété au Québec, bon, comme dans tous les pays, c'est assez simple, mais il y a peut-être des petites différences. Premièrement, la taxe, l'équivalent de la TVA au Québec, qu'on appelle la TPS pour la taxe produits et services fédérale, et la TVQ, la taxe de valeur ajoutée québécoise, ne s'applique pas sur les logements quand vous achetez un logement, sauf pour les immeubles neufs. Et là, on vous mettra en lien aussi, il existe des exceptions à ça. Donc, la page web que vous voyez présentement, c'est la page du gouvernement du Canada qui parle de l'exemption de la TPS-TVQ pour un premier acheteur pour un immeuble qui vaut moins de 450 000. Donc, je vous mets la page en lien ici. Je vous encourage à la lire. C'est pas tous les logements, évidemment. Vous voyez, avec le prix et tout ça, 450 000 à Montréal, vous ne trouvez plus grand-chose. Il peut y avoir des petits condos. Donc, ça ne s'applique pas à tout le monde. Donc, dites-vous bien, si vous achetez un immeuble qui est neuf, vous allez payer à peu près 15 % de taxes foncières. Donc, si vous êtes le premier acheteur d'un immeuble neuf, donc celui qui fait le transfert du promoteur, au constructeur, au premier occupant. Après ça, si les choses se transigent, il n'y a pas de taxe de vente proprement dit. Il y a par contre une taxe de bienvenue, une taxe de mutation qu'on appelle au Québec une taxe de bienvenue. Là, vous comprendrez le jeu de mots, taxe de bienvenue, vous n'êtes pas vraiment bienvenue. Puis à vérifier, il y a des gens qui disent que c'est un mythe, mais le ministre à l'époque qui avait instauré la taxe de bienvenue s'appelait ministre bienvenue, taxe de mutation, donc les gens appellent ça de la taxe du ministre bienvenu. Avec le jeu de mots, on vous souhaite la bienvenue, on vous envoie une taxe. Cette taxe-là, je vous mets à l'écran présentement. Il y a un site web qui s'appelle lataxedebienvenue.com. C'est un site où est-ce que vous pouvez aller rentrer. Vous avez les façons que cette taxe-là est calculée ici.
et vous avez un calculateur, là, donc vous mettez votre montant d'achat, choisissez la ville ici et faites calculer. Et bon, j'ai déjà vu quelques petites erreurs, pas des grosses erreurs, mais des petites erreurs dans ce site-là. C'est pas un site officiel gouvernemental, mais ça va vous donner une très bonne idée du montant de taxes de bienvenue qui doit être payé à chaque fois que vous faites l'acquisition d'une propriété. Donc, moi, je vous suggère de le garder en tête parce que, comme vous voyez avec le calcul ici, ça commence à 0,5 pour la première somme du montant de la valeur de ce que vous achetez, puis ça monte jusqu'à 1,5 à 3 selon les tranches de municipalité. Donc, vous pouvez vous retrouver à payer 2 de la valeur de la propriété à l'achat. Ça, c'est une taxe qui vous est facturée par votre municipalité dans les semaines qui suivent votre arrivée dans la propriété. Donc, vous allez chez le notaire pour signer et dans les semaines qui suivent, vous recevez la facture. Donc, il faut en tenir compte dans notre budget d'acquisition parce que ça va vous arriver. Si vous êtes acheteur ici puis vous travaillez avec un courtier, il faut savoir que vous ne payez pas le courtier. Le courtier immobilier est payé à même la commission qui est proposée par le vendeur. Donc, le courtier qui représente le vendeur dans la transaction va partager ses rétributions avec le courtier de l'acheteur. Donc, vous n'avez pas à payer proprement dit, évidemment, c'est inclus dans le prix, mais vous n'avez pas à payer de facture à votre courtier immobilier. Donc, ses conseils, son travail vont vous apparaître gratuits, même si c'est dans le prix de la propriété. Et dans le fond, là, j'ai parlé des différentes taxes gouvernementales, mais les autres frais qui vont être à votre charge sont essentiellement les frais d'inspection, parce que votre promesse d'achat au Québec, typiquement, quand on achète une propriété, il y a deux conditions qu'on retrouve tout le temps. Il peut y avoir toutes sortes de conditions sur une promesse d'achat, mais il y a deux conditions qui sont là tout le temps. C'est une inspection par un inspecteur en bâtiment pour vérifier la qualité du bâti, pour vérifier les prises de courant, l'électricité, l'isolation, la structure du bâtiment. Donc, calculer peut-être 1 000 $ pour ça, dépendamment de l'inspecteur, ça peut être 800 $, ça peut être 1 000, 1 500, dépendamment si vous avez un architecte, un ingénieur ou le genre de spécialiste qui travaille avec vous. Et après ça, l'autre condition, ce serait le financement hypothécaire, donc une lettre qu'une banque va vous prêter de l'argent. Ce sont les deux conditions qui sont importantes. Moi, je vous dirais que la banque, elle ne coûte rien. Donc, ça, c'est la banque c'est une condition tout simplement qu'elle va examiner vos finances et elle va accorder votre prêt. Donc, une fois que vous avez acheté une propriété, fait une promesse d'achat, vous avez vos deux conditions. Après ça, non, s'il y a d'autres conditions spécifiques, il pourrait y avoir des coûts si vous faites des analyses ou quoi que ce soit, mais normalement, c'est ces deux conditions-là, donc juste l'inspection qui va vous coûter 1 000 $. Et après ça, vous allez chez le notaire. C'est de coutume au Québec, c'est l'acheteur qui paye l'acte notarié, qui coûte à peu près 2 000 $. Qui va passer les titres de propriété du vendeur à vous. Il va faire de vous le nouveau propriétaire de la maison ou du condo. Ça, c'est ça, d'à peu près 2 000 $. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas vraiment d'autres étapes ou d'autres coûts à l'achat d'une propriété. Évidemment, une fois que vous êtes propriétaire d'une maison, vous devez payer des taxes foncières. On a déjà parlé de ça dans une autre vidéo pour obtenir les taux, le coût par 1000. Mais ça varie d'une municipalité à l'autre. Et ça, n'hésitez pas, si vous visitez certains quartiers et tout ça qui sont très importants, ou certaines villes, Montréal, la Rive-Sud, la Rive-Nord, Sherbrooke, peu importe, vous pourrez communiquer avec nous. On va vous envoyer les tables de taxes foncières annuelles à payer sur une propriété d'un montant X. Par exemple, si vous me dites que vous avez un budget de 500 000, on va vous dire dans telle ville, c'est tel montant, puis tout ça. Donc, au moins, vous allez être au courant à peu près de quand sera le temps de faire votre budget, de déterminer quel montant y mettre. Ben voilà, ça couvre le sujet aujourd'hui. Je vous encourage à liker notre vidéo, à s'abonner à notre chaîne si le contenu vous intéresse, évidemment. N'hésitez pas à nous donner des commentaires. Évidemment, nous, on met beaucoup d'heures, beaucoup de travail dans ce projet-là. Le plus de personnes qui nous apprécient, le plus motivant c'est et le plus loin on va aller avec la chaîne. Donc, c'est bien parti, on aime ça. On a déjà beaucoup d'échanges avec plusieurs personnes de l'étranger. Mais on apprécie votre support et vos encouragements.